20h sur la RTS, Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. À la une de l'actualité ce mardi, l'Assomption célébrée ce 15 août par la communauté chrétienne. La fête commémore l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Moment de prière et de recueillement, mais aussi de méditation autour des valeurs incarnées par la Mère du Christ. Le Haras national bientôt érigé en site touristique. La mesure, selon le directeur de la réglementation du tourisme, vient renforcer et diversifier l'offre vers des secteurs porteurs de croissance économique. Et que diriez-vous d'une régate, une course traditionnelle de pirogues qui résiste encore au temps? L'activité passionne et draine toujours du monde. Elle a mobilisé la communauté Lébou et plusieurs spectateurs à la plage de la mosquée de la Divinité à l'occasion de la 5e édition organisée par l'ASC Gouissor de Ouakam. Bonsoir à tous et bienvenue. La communauté chrétienne célèbre ce mardi 15 août l'Assomption et commémore la montée de la Vierge Marie au ciel à la cathédrale de Dakar. Les fidèles sont venus nombreux pour partager ces moments de prière et de dévotion. Moussa Mané. Au terme de sa vie terrestre, la Vierge Marie, mère de Jésus, est montée au ciel pour entrer dans la vie en Dieu. C'est la fête de la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui élève Marie jusqu'à lui. Et Marie va le chanter. Dieu élève les humbles. Marie a accepté la mission d'être la mère du Sauveur. Et après avoir accompli parfaitement cette mission, Dieu l'élève au ciel pour qu'elle partage désormais la gloire de son Fils. Auprès de Dieu, Marie représente l'espérance, la voie à suivre pour tout chrétien. Ainsi, le curé invite les fidèles à vivre leur futur sous le manteau de Marie. Nous, en tant que fidèles, catholiques, chrétiens, enfants de Marie, Marie, en montant au ciel, nous rappelle que notre demeure n'est pas sur terre, notre demeure est au ciel. Et nous sommes tous attendus au ciel. Marie nous attend auprès de son Fils. Dieu nous veut tous autour de lui au ciel pour le louer comme les anges. Et donc, c'est un rappel à tous les chrétiens que nous sommes des pèlerins sur la terre et que nous devons mener une vie qui correspond à ce que Jésus nous a légué comme héritage, une vie basée sur l'amour. Et c'est ce chemin de l'amour qui nous mène au ciel. Marie, femme de la paix, car elle a donné son Fils Jésus. Sur le chemin de la foi et de la promesse d'une vie éternelle, elle symbolise l'espoir pour tout chrétien. Sentiment de gratitude, de joie, de reconnaissance envers notre Dieu et son Fils Jésus-Christ, qui nous a laissé Maman Marie comme mère, qui est notre mère ici-bas et qui intercède aussi pour nous auprès de son Fils. C'est un moment de joie pour la communauté chrétienne au Sénégal et dans le monde entier. Et nous prions aussi pour la paix dans notre pays, que la paix revienne dans nos cœurs et que nous vivions vraiment dans la cordialité dans ce beau pays, le Sénégal. Nous demandons à ce que Maman Marie, qui a été élevée au ciel, nous donne la paix au Sénégal. Vraiment qu'elle puisse assister, nous nos dirigeants, pour qu'ils puissent vraiment instaurer la paix et la justice dans ce pays. Nous prions aussi pour le monde entier et nous prions pour les enfants. La fête de l'Assomption célèbre donc la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. À la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, les fidèles sont venus également nombreux pour assister à la célébration eucharistique marquant l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Dans son homélie, l'abbé Jacques Messagna a appelé les fidèles à faire davantage confiance à Dieu. Compte rendu de la prière avec Abdoulaye Sinkare. La cathédrale Saint-Antoine de Padoue n'a pas dérogé à la règle. Elle a accueilli les fidèles en ce jour de l'Assomption, qui célèbre le couronnement et la montée au ciel de la Vierge Marie. Ça symbolise la bienheureuse Vierge Marie. Nous célébrons Marie. Ça symbolise sa montée, sa sainteté, son immaculée conception. Et ça symbolise aussi Marie, la mère de tous les hommes. Maman Marie est alpha, c'est-à-dire elle est au début et elle est oméga, elle est à la fin de tout. Maman Marie est dans le plan de Dieu. Nous n'adorons pas la Vierge Marie, nous la vénérons.
parce que c'est la maman de notre Seigneur Jésus. Alors, on ne peut pas aimer le Fils et rejeter la mère. Voilà pourquoi nous, catholiques, nous aimons son Fils, mais aussi nous aimons la mère autant que le Fils. C'est une mère aimante et puis elle ne rejette personne. Elle est là pour tout le monde. Moment de prière et de recueillement, mais aussi un instant pour se ressourcer aux valeurs incarnées par Marie. Dans son homélie, l'abbé Jacques-Aimé Sagnan invite les fidèles à faire confiance à Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Quand l'ange est venu trouver Marie pour lui annoncer le dessein de Dieu sur elle, elle n'avait peut-être pas tout compris, mais avec foi et confiance en son Dieu, elle a dit oui. Nous aussi, Dieu agit en chacun de nous dans nos vies. Est-ce que nous nous ouvrons à sa parole pour accepter le dessein de Dieu en nous? Marie est pour nous une mère, un modèle. L'abbé Jacques a aussi appelé les fidèles à s'armer de courage pour vaincre le mal et marcher sur la voie de Dieu. À Morolan, dans le département de Tivaouane, région de Thiès, cette célébration coïncide avec la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Morolan. Elle coïncide également avec les 25 ans de vie sacerdotale de 2 prêtres, fils du terroir. Sur place, Fatima Tabanelba. À la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Morolan, les fidèles sont venus nombreux célébrer Marie, la mère de Jésus montée au ciel. C'est dans la joie et l'allégresse accentuée d'une foi inébranlable que les fils de Morolan ont célébré la messe de cette matinée. Dans son homélie, le curé a mis l'accent sur l'éducation des jeunes, au moment où notre pays connaît depuis quelque temps des violences inouïes. C'est une grande fête pour tous les chrétiens. C'est une occasion pour magnifier Marie, pour lui redire encore notre confiance en tant que chrétien, mais surtout en tant que fils de ce terroir qui est la colline de Morolan, le Ndoute. Il a été nécessaire d'insister sur l'éducation parce que si Anne et Joachim n'avaient pas bien éduqué Marie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Marie aurait fait de sa vie avec Saint-Joseph ce qu'elle voulait. Donc je pense qu'un point phare, comme l'abbé l'a dit au remerciement, c'est l'éducation. Aujourd'hui, que l'on s'attarde sur l'éducation parce qu'avec toutes les violences que nous connaissons dans nos pays, c'est un manque d'éducation qui est là. La fête du 15 août est toute particulière à Morolan. Au-delà de célébrer Marie, on célèbre également la paroisse de la localité, Notre-Dame de l'Assomption. La particularité de cette année, c'est le jubilé d'argent de 2 prêtres, fils du terroir. 25 années de vie sacerdotale consacrée à l'Église. Nous avons été ordonnés le 4 juillet 1998. Le 4 juillet dernier, nous avons fêté 25 ans de sacerdoce. Et sur proposition de notre curé, nous avons profité de la fête de l'Assomption, qui est la fête patronale de cette paroisse, pour rendre grâce au Seigneur pour le don merveilleux du sacerdoce. Le sacerdoce est un don et un mystère. C'est Dieu qui nous appelle gratuitement sans aucun mérite de notre part. Il ne choisit pas des saints, mais des pécheurs pour les rendre saints. Il ne choisit pas des forts, mais des faibles pour les rendre forts. C'est un moment de rencontre où les classes d'âge se retrouvent pour fêter. Et les familles aussi se retrouvent puisque c'est les vacances aussi. Et on a assez de temps, donc tout le monde se retrouve en famille pour la fête. Voilà, moi que vous voyez, je suis religieuse, mais je fais partie d'une classe d'âge. Et comme la fête se passe dans la semaine, nous aurons notre fête le samedi même autour de nos amis pour fêter. Messe d'action de grâce pour les 25 années d'exercice sacerdotal, mais également pour la prise de soutane d'un grand séminariste, lui aussi fils de Morolan. Le 15 août est donc fêté dans la diversité catholique et culturelle. L'Ascension est pour les fils de cette localité un grand moment de retrouvailles. Voilà, l'Ascension qui commémore la montée de la Vierge Marie au ciel. Halte à la dégradation de l'environnement, plus d'une 50aine d'experts africains s'est réunis à Dakar pour définir une stratégie commune dénommée RED+, un mécanisme qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation pour garder les forêts vivantes. Ramatadem. Il s'agit d'experts de plus de 50 pays abritant des forêts tropicales.
Ils veulent avoir ensemble des stratégies communes à mettre en place pour une meilleure protection de nos environnements. Vous savez qu'il y a donc les émissions de gaz à effet de serre. Le mécanisme NED+, ça signifie donc ça c'est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Avec le plus, maintenant on ajoute donc qu'il faut renforcer maintenant le carbone donc, dans les forêts. Là, l'objectif c'est de, comme vous le savez, il y a par exemple les industries, le transport donc, qui émet des gaz à effet de serre. Avec les forêts, ce que nous essayons de faire, c'est maintenant de capter, d'absorber ces gaz. C'est pour cela que le mécanisme LED+, c'est un mécanisme qui vise donc à maintenir les forêts vivantes pour que ça facilite donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Maintenir les forêts vivantes. Au Sénégal, il est impératif de lutter contre la dégradation de nos terres et de nos espaces verts. Il est absolument nécessaire d'élaborer une stratégie REDD+ au Sénégal. Nous n'avons pas de forêt, mais nous avons des espaces sur lesquels vivent des communautés et si elles travaillent à réduire cette dégradation, elles participent à cet effort global de réduction des émissions. Les forêts se dégradent, même si on les laisse sans rien faire, elles se dégradent. À plus forte raison, quand on a besoin de ces forêts pour survivre, les communautés, je le disais tout à l'heure, vivent dans ces forêts, dégradent ces forêts. Donc, elle est alarmante. Donc, il faut vraiment travailler à réduire cette dégradation et le peu de déforestation que nous avons quand même, parce que nous avons la forêt au sud et à l'est. Les forêts dans le monde constituent aujourd'hui les meilleures options pour absorber et atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Le REDD, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, vise à lutter contre les changements climatiques, d'où son importance dans la politique mise en place en Afrique. Et pendant ce temps, l'IPRES entame depuis hier une tournée nationale. Première étape, les régions de Diourbel et Fatick. Les retraités sur place se sont félicités de l'augmentation à près de 50% de leurs pensions qui sont désormais mensualisées. Ils ont également la prise en charge dans les hôpitaux publics. Amadou Diallo. Le président du conseil d'administration de l'IPRES a tenu à venir lui-même recueillir les préoccupations des retraités. Nous sommes ici à Diourbel et l'ensemble des associations de retraités de la capitale du Bawol sont représentés. Ils ont exprimé toute leur satisfaction relative à la mensualisation des pensions qui ont aussi connu une augmentation de 50%. Ils ont en outre plaidé pour l'augmentation des avances Tabaski. Ils ont soulevé un certain nombre de problèmes, bien que reconnaissant tous les efforts qui ont été faits par l'institution au cours des dernières années, avec plus de 50% d'augmentation des pensions, avec la pension minimale, parce qu'elle n'existait pas, avec la mensualisation des pensions, tout cela avec l'objectif de faire en sorte que ce que le retraité touchait avant en 3 mois ou en 2 mois, qu'il le touche maintenant en un seul mois, en plus de la revalorisation, n'est-ce pas, des pensions. Également, la pension minimale est indexée au SMIC qui, comme vous le savez, a augmenté. Donc bientôt, nous verrons une augmentation également de la pension minimale parce qu'elle est indexée au SMIC. À Fatick, c'est une ambiance des grands jours qui accueille la délégation de l'IPRES. Ici, la question qui préoccupe le plus reste la prise en charge médicale. Quand on vous prélève une retenue pour la retraite, c'est essentiellement la contrepartie, c'est le paiement de la retraite. Mais nous avons choisi de rajouter l'action sanitaire et sociale qui coûte plus de 3 milliards à 4 milliards par an à l'institution parce que nous sommes dans un système de solidarité. J'ai également salué l'action du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a beaucoup fait pour la sécurité sociale au Sénégal. Le président Macky Sall, véritablement, a placé son magistère sous l'emprise du social. C'est lui qui a exonéré les pensions de retraite avec beaucoup de générosité. Je me dois aussi de me féliciter, saluer vraiment les orientations qui ont été données par Madame le ministre de la Santé, qui a instruit les hôpitaux de reprendre vraiment la prise en charge sanitaire des retraités et des ayants droit au niveau de leurs établissements de santé. Et nous sommes en train de trouver avec ces hôpitaux-là, comme je l'ai dit, des solutions durables. L'IPRES et la Caisse de sécurité sociale ont désormais le même fichier, une innovation majeure qui facilite et fluidifie les procédures. L'IPRES déroule ainsi son ambition et sa vision pour un mieux-être des personnes retraitées.
Je vous l'annonçais en début de journal, le Hara national sera bientôt un site touristique. C'est la révélation faite par le directeur de la réglementation du tourisme qui a visité les lieux. Il est désormais question de faire du Hara national une destination privilégiée pour les touristes. Cette dynamique renforce l'offre touristique du pays à travers une diversification vers des secteurs porteurs de croissance économique. Lamine Touré. De retour de mission à Saint-Louis, le directeur de la réglementation du tourisme a fait une escale au Hara national. Il a visité ce site qui abrite des chevaux de qualité. Ces produits viennent pour la plupart de l'Europe, comme la Grande-Bretagne. Cette inspection des lieux a pour objectif de valoriser de manière touristique le Hara national. Nous avons pensé que ce site pourrait contribuer au développement du tourisme hippique, qui est très développé au niveau mondial, mais surtout au Maroc, qui est à côté de chez nous. Si on a la chance d'avoir ce site comme ça, on est en train de voir comment il faut travailler ensemble de concert entre le ministère du Tourisme et le ministère de l'Élevage pour qu'on puisse en faire un produit vraiment touristique. Le Sénégal en a la qualité et la capacité pour développer le tourisme hippique. Plus d'1 500 000 sujets existent au Sénégal. Le Hara national constitue dans ce panorama un vrai laboratoire génétique. D'autres espaces d'épanouissement sont ici créés et qui favoriseraient l'activité touristique. Nous avons visité le site et on a été très séduits. À part les installations, nous avons vu déjà que les chevaux sont là. Il y a une partie pour là où on les garde, mais il y a une partie aussi pour l'insémination. À notre grande surprise, nous avons visité aussi d'autres installations. On a trouvé qu'il y a déjà une grande salle de conférence. On a un restaurant bien équipé avec tout le matériel. Il y a aussi une grande salle modulable. Donc, le nécessaire est là. Maintenant, ce qu'il manque, c'est peut-être un établissement d'hébergement pour permettre aux gens qui souhaiteraient être là en famille de bénéficier de leur séjour pour visiter, pour s'épanouir. Peut-être c'est le seul maillon qui manque, mais sinon l'essentiel est là. La cible de ce projet en perspective sera d'abord celle locale. Vous savez, la Covid nous a enseigné qu'aujourd'hui, quand on fait un produit touristique, la première cible, c'est la cible locale. Parce que si on contrôle sur l'international, en cas de problème comme la Covid, ça stagne. Déjà, la cible locale, au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle les courses épiques qui se font sur Thiès, etc. Ce serait l'occasion de venir voir, puisque les haras comme ça, il y en a 3. Mais celui-ci, c'est quand même le Hara national qui méritait d'être connu, d'être vu. Les gens peuvent venir ici, déjeuner ici, prendre du temps. Il y a de l'espace. Il y a même un parcours où on permet aux chevaux de surchauffer. Si on n'a pas la chance d'aller voir la course, ça va être l'occasion de les voir à l'état naturel. Le directeur de la réglementation promet de travailler vite sur la question. Il a d'ores et déjà reçu le soutien de la direction du Hara national. Autre localité, autre préoccupation à Diourbel, les motos Jakarta animent le décor de la commune. Des centaines de jeunes gagnent leur vie à travers ce moyen de transport. Parfois, ils sont confrontés à des risques et des interpellations policières. Sur place, le reportage de Damsila. Leurs activités au quotidien portent sur le transport des personnes, parfois même des marchandises. À Diourbel, les motos Jakarta font partie du décor de la commune. Des centaines de jeunes s'investissent dans ce travail pour gagner leur vie. Les motos Jakarta sont nombreux à Diourbel. C'est notre gagne-pain. Pour les tarifs, ça varie selon la destination. Ici, à Kercher, par exemple, c'est 400 francs ou 500 francs. Au marché, 200 ou 300 francs. À Diourbel, les Jakartamen ont implanté des garages dans plusieurs endroits de la commune. Des règles sont érigées et chacun a l'obligation de les respecter pour une meilleure coordination du travail. Le matin, nous sommes ici. Nous travaillons jusqu'à 13h. Ensuite, nous allons à pause. L'après-midi, nous nous retrouvons à nouveau jusqu'à 21h ou 22h avant de rentrer chez nous. Dans ce arrêt, tout est normé. Les conducteurs suivent la queue selon l'ordre d'arrivée. Circuler en moto Jakarta à Diourbel n'est pas chose facile selon certains conducteurs. Au-delà des problèmes de sécurité, il y a aussi les interpellations récurrentes des forces de l'ordre. Parfois, les forces de l'ordre font des rafles. Elles nous demandent de payer des amendes qu'on a du mal à comprendre. Pratiquement chaque 2-3 mois, nous vivons cette situation.
Si on nous interpelle sur le non-respect du code de la route, ça ne pose aucun problème. Mais franchement, certaines amendes, de mon point de vue, ce n'est pas prévu par la loi. Pour dire vrai, rien ne l'explique. À Diourbel, la quasi-totalité des jeunes travaillent dans le secteur de l'informel. Une bonne partie portent leur choix sur les motos Jakarta pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. À Dakar, je vous promène jusqu'à la plage de la mosquée de la Divinité, lieu de convergence des Lébous de Ouakam. Le temps d'une régate là-bas, l'ASC Guissor a tenu ses 5e régates, une course traditionnelle de pirogues qui continue de susciter passion et attire également les communautés. C'est un reportage d'Ousmane Garifaye. Depuis les hauteurs de la mosquée de la Divinité, une plage noire de monde. En contrebas, l'ambiance est festive. En ce jour de régate, l'ASC Guissor a mis les petits plats dans les grands pour perpétuer une tradition léguée depuis les anciennes générations. Depuis il y a 5 ans qu'on fait ça, mais on le fait avec une digne forte. Ça, c'est notre tradition. Nous l'avons hérité de nos anciens. Et nous avons l'obligation de l'entretenir pour qu'elle ne meure pas. Ça autant que les bagarres avec les autres trucs là. Tout Ouakam est là, c'est la fête de Guissor. Tout le monde est rassemblé pour une seule cause, la paix et la vie en harmonie. Tout Ouakam a répondu à l'appel de l'ASC. Les femmes, elles, paraissent de leurs plus beaux atours. Ici, rien n'est trop pour marquer ces instants qui font presque partie du quotidien libre. Une dizaine de pirogues sont engagées dans la course. Elles sont lancées sur 5 km. À l'arrivée, le vainqueur savoure sa victoire dans une foule déchaînée. Donc, public nous donne assisté si arrivé à égal 15 Marie. La pirogue était plus rapide, elle mesure 10 mètres. Elle était plus rapide. Et ça, c'est notre passe-temps favori. C'est un jeu pour nous et nous l'aimons comme tel. C'est l'une des plus belles courses auxquelles j'ai assisté. Dieu merci, il n'y a pas eu d'accrochage entre les pirogues. Nous avons bien pagayé et nous avons gagné. C'est une compétition de l'ASC Guissor qui l'organise pour la 5e fois consécutive et toujours sous le signe de la paix. Et cette présente édition s'inscrit dans cette même dynamique. Non, c'est des activités de vacances seulement. Pour préparer. C'est une activité de vacances pour nous occuper et faire vivre l'ASC, qui, comme son nom l'indique, est une ASC sportive et culturelle. Association sportive et culturelle. C'est pour cela qu'on organise ça chaque année. Organisé par l'ASC Guissor, un des quartiers traditionnels de Ouakam, ces courses de pirogues sont toujours des moments de retrouvailles qui consolident l'entente cordiale entre générations, comme le veulent la coutume et la tradition en milieu libre. Les régates, une activité très populaire en milieu lébou, tournoi pré-olympique de basket. Le Sénégal a fait une bonne entrée en matière hier à Lagos en dominant le Nigeria 93-87. Selon la mine sombre, les Lions avaient misé sur la défense pour battre le Nigeria. Le voici à l'issue du match, on l'écoute. Aujourd'hui, je pense que ça a été un très gros défi physique. On est resté concentré sur notre plan de match qui était sur la défense. On savait que le basket, c'était une histoire de haut et de bas,
qu'ils allaient avoir des moments forts, donc essayer de gérer les moments forts le mieux possible. Et vraiment, on s'est concentré sur la défense et ce qui a été aujourd'hui très très important, c'est que tout le monde a participé à cette victoire. On sait que le combat entre le Nigeria et le Sénégal, c'est un combat qui dure depuis très très longtemps, un combat qui est très fraternel, mais on sait très bien aussi que c'est un combat qui nous permet aussi de déterminer et de combattre parmi les meilleures équipes d'Afrique. Donc vraiment, aujourd'hui, on était fiers de pouvoir avoir cette petite revanche qu'on avait dans nos têtes contre que les filles ont perdu cette finale. Mais comme on dit, c'est pas encore fini. Il y a encore de longs matchs qui peuvent arriver. On peut encore les retrouver. Donc aujourd'hui, on va se servir de ce match-là pour préparer le reste. En football, Sadio Mané a inscrit hier son premier but avec Al Nassr. Il a ouvert le score dès la 4e minute, mais son équipe a perdu de 2-1 face à Al Ettifaq. Sadio Mané avait porté le brassard d'Al Nassr en l'absence de Cristiano Ronaldo blessé. C'était lors de la première journée du championnat saoudien. Mondial féminin, l'Espagne est en finale pour la première fois de son histoire. Les Espagnols ont battu la Suède en demi-finale ce matin, score 2-1, suivant le résumé de la partie avec Ibrahim Mouba. Et c'est terminé. L'Espagne est en finale pour la première fois de son histoire. Une page d'histoire du foot féminin espagnol écrite à Auckland avec cette première qualification en finale de Coupe du Monde. L'exploit est de taille, un succès dans l'humilité. Les vainqueurs ont eu l'élégance de consoler les vaincus. Les Suédoises effondrées et tristes à la fin du match. Dans cette demi-finale, tout s'est joué dans les dernières minutes du temps réglementaire. La Rojita a pris l'avantage à la 81e, un but de Salma Celeste, un mauvais renvoi de la défense suédoise exploité par la joueuse de 19 ans qui enchaîne avec une frappe en pivot. Les Suédoises égalisent à la 88e minute grâce à Rebecca Blomqvist, un plat du pied qui fait mouche après une remise de Lina Hurtig. D'un côté comme de l'autre, les remplaçantes sont décisives. Premier ballon, quel coaching encore une fois. 90e minute, la défense suédoise se fait piéger sur une phase arrêtée. Olga Carmona décante la situation. Ça, on ne va pas jouer la prolongation peut-être. Mais quel scénario dantesque! Frappe pure à l'entrée de la surface de réparation. Elle met le ballon sous la barre transversale. Le but de la victoire qui fait sprinter le coach et transporte de joie supporters et joueuses. Un succès historique pour l'Espagne qui attend la demi-finale Australie-Angleterre pour connaître son adversaire en finale. Et vous pourrez suivre la demi-finale Australie-Angleterre demain à 10h GMT sur la RTS. Le Desk Sport vous donne rendez-vous à 9h30 pour l'avant-match avec toutes ses consultantes en plateau qui sera animé par Fatmata Savané. En escrime, la journée internationale de la discipline célébrée au Sénégal. Pour l'occasion, la fédération avait donné rendez-vous à ses adeptes sur les 3 pistes au stadium Amadou Barry de Guédiawaye. Les petites catégories qui ont en ligne de mire les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se sont bien illustrées, suivant le reportage de Jacob Dir et Tandarayaï. Les jeunes escrimeurs du Sénégal n'ont Dieu que pour les JOJ de Dakar 2026 que notre pays aura l'insigne honneur d'abriter. Des jeunes bien encadrés par leurs aînés, des jeunes garçons et filles passionnés de la discipline, aussi bien au fleuret qu'au sabre, mais aussi à l'épée, ont montré le savoir-faire avec une certaine dextérité sur les pistes à 14 mètres. Des attaques simples, mais aussi des attaques composées. On va apprécier justement ce combat avec des épaules bien effacées, avec l'arme publique, ce qu'on appelle l'épée. Ici, les cadets Amadou Anne de Guédiawaye et Demba Diop de Don Boxo ont fait des fentes réussies. On va apprécier la provocation de parade. Ici, la belle garde. Ça, c'est un combat absolument magnifique entre Tafambouk et Amadou Anne de l'équipe de Guédiawaye. Ça a été magnifique cette journée et je vous laisse apprécier ce combat qui a tenu en haleine le public. Ça a été une journée bien réussie par la Fédération sénégalaise d'escrime. L'année internationale de l'escrime, la journée, elle est célébrée en général le 9 août.
Bon, nous l'avons décalé cette année pour permettre une bonne organisation. Parce que vous savez, traditionnellement, on organisait nos manifestations au niveau du stade Léopold Sédar Senghor, qui est fermé, et nous n'avons plus où faire la pratique de l'escrime. Donc l'organisation de ces manifestations. Cela nous a perturbés d'une manière générale. Mais globalement, ce qui est important, c'est que la journée se tient avec des tireurs qui sont là, qui tirent et qui participent à l'événement. Il y a eu certes vrai, au départ, quelques soubresauts liés au fait qu'une amicale d'escrimeurs a dit qu'il faudrait qu'on les rencontre pour qu'on discute sur le fonctionnement des institutions et tout. Ce que j'ai eu à leur dire, c'est très simple. Nous sommes une fédération. Mais qu'à cela ne tienne, à quelques acteurs qui sont de la discipline, qui sont venus bousculer les cartes. L'escrime, une discipline qui a donné beaucoup de satisfaction au Sénégal, les Sénégalais qui sont appréciés et respectés sur le continent africain, mais aussi dans le monde. Le reste de l'actualité internationale nous mène ce soir aux États-Unis où Donald Trump est inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 en Géorgie. À Hawaï, le bilan s'alourdit, 99 morts recensés et 300 personnes disparues après les incendies dévastateurs. Nous ferons un tour d'horizon des dernières informations au Niger. Mais d'abord, le Mali où le musicien Salif Keïta est nommé conseiller spécial du chef de la junte malienne, Mariam Abiramba. La star malienne de la musique Salif Keïta a été nommé conseiller du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. L'artiste fait partie d'une liste de 5 personnes nommées conseillers spéciaux du chef de l'État malien, indique un décret publié lundi soir et daté du 11 août. Le texte ne précise pas quel rôle est dévolu à Salif Keïta. Grand nom de l'afropop et de la world music, Salif Keïta, 73 ans, soutient les militaires au pouvoir depuis le putsch de 2020. Au Niger, la situation n'est pas loin de l'impasse. Les jours ont beau s'écouler, le problème nigérien reste en l'état. Plus de 2 semaines après le coup de force des putschistes, la CEDEAO ne lâche pas. Les militaires non plus et le président Mohamed Bazoum reste retenu. Rappelons que ce dernier n'a pas encore signé sa démission. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vont se réunir jeudi et vendredi au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger, selon un porte-parole de l'organisation. Le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne Assimi Goïta ont de leur côté appelé à un règlement pacifique de la crise. Hors de nos frontières, le bilan humain des incendies à Hawaï, le plus meurtrier en plus d'un siècle aux États-Unis, atteint désormais 99 morts. Mais il n'est toujours que provisoire. En effet, 1300 autres personnes sont portées disparues après les incendies dévastateurs. Au cours des 10 prochains jours, ce nombre pourrait doubler, a estimé le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, sur CNN. À La Haina, 12 000 habitants et ex-capitale du royaume d'Hawaï, le feu a été si intense qu'il a fait fondre le métal. Les cadavres sont méconnaissables et la police appelle les proches de personnes disparues à faire un test ADN pour faciliter l'identification des victimes. Jusqu'ici, seules 3 victimes ont pu être identifiées avec les empreintes, selon le chef de la police. Les autorités comptent restreindre l'accès à La Haina pendant toutes les recherches à cause de la présence potentielle de produits chimiques et par respect pour les morts. Toujours dans le pays de l'oncle Sam, un grand jury de Géorgie dans le sud des États-Unis a inculpé lundi l'ancien président Donald Trump pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État. La procureure qui enquête depuis 2021 sur cette affaire a affirmé vouloir un procès dans les 6 mois. Au demeurant, il s'agit de la 4e inculpation pénale en moins de 6 mois pour Donald Trump. Ce dernier est actuellement en campagne pour la primaire républicaine pour reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Selon nos dernières informations, Donald Trump compte faire une conférence de presse le lundi prochain. Fin de ce vendeur du 15 août. Bonne fête de l'Assomption à tous. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.
Thank you.